Bonjour et bienvenue à tous. La semaine dernière, nous avons vu comment le mot chinois qui signifie civilisation, le mot Wenming, qui est devenu omniprésent dans le discours et toutes les formes possibles et imaginables de la communication officielle en Chine. Donc, comment ce mot est venu se substituer à la notion de wenhua, qui veut dire la culture. Donc, vous avez cet élément commun wen, dont je rappelle qu'il signifie, qu'il désigne toute trace écrite et partant tout signe de civilisation, précisément, civilisation humaine. Donc, Wenming est venu se substituer à la notion de wenhua, qui, elle, a été réduite à l'état de ruine à la suite du paroxysme de violence destructrice qu'a été la si bien nommée révolution culturelle dans les années 1960-70, suivie 20 ans plus tard, en 1989, du massacre de la jeunesse chinoise et l'écrasement de ses espoirs de transformation interne du système sous les chars de la place Tiananmen. Alors c'est intéressant de voir ici que le fait de suivre le fil rouge de ce terme Wenming nous conduit à une véritable traversée du XXe siècle chinois, et nous allons voir aujourd'hui qu'il nous conduit même à remonter encore en amont de ce XXe siècle. Nous avons parlé la dernière fois de ce monsieur Wang Zheng, donc un universitaire formé en Chine populaire, aujourd'hui professeur de relations internationales, plutôt confortablement installé dans une université américaine, mais qui revendique toutefois le point de vue de ce qu'il appelle l'insider, c'est-à-dire le point de vue de celui qui est à l'intérieur, parce que évidemment il est chinois, il vient de Chine, donc il revendique ce point de vue internaliste. Dans ce livre que je mentionnais la dernière fois, qui s'intitule Never Forget National Humiliation, Historical Memory in Chinese Politics and International Relations. Donc, n'oubliez pas l'humiliation nationale, mémoire historique dans la politique chinoise et les relations internationales, puisque ce monsieur est donc un spécialiste de ce domaine. Et ce livre a été publié en 2012 par les prestigieuses presses universitaires de Columbia à New York. Alors, dans ce livre, monsieur Wang Zheng commence par se demander comment il se fait que non seulement la classe dirigeante chinoise qui a ordonné le massacre de Tiananmen n'a pas été emportée dans la tourmente de juin 89, mais que bien au contraire, elle n'ait essuyé aucune contestation d'ampleur par la suite, et que la population dans son ensemble, à commencer par la jeune génération, ait continué à soutenir ses dirigeants, voire à les plébisciter dans une idéologie nationaliste grandissante. Donc c'est la question intéressante qui sert de point de départ à ce livre. Alors on remarque en effet qu'au lendemain de 1989, c'est-à-dire à partir des années 90, la propagande officielle remet à l'honneur, en la martelant sur tous les tons, la thématique
des 100 ans d'humiliation que la Chine a subi aux mains des puissances impérialistes et coloniales occidentales, en n'oubliant pas que occidental inclut ici le Japon. Donc ce siècle, dont vous avez un rappel chronologique très sommaire à l'image, qui se dit donc en chinois Banian Guochi, court donc à partir du milieu du XIXe siècle, c'est-à-dire les guerres de l'opium, à partir des années 1840, jusqu'à ce que le régime communiste appelle la libération de 1949 par l'armée communiste et l'instauration de la République populaire de Chine dans cette même année. Donc là, nous avons effectivement exactement un siècle. Alors, si vous regardez ce tableau chronologique, vous voyez en gros que la deuxième moitié du XIXe siècle est occupée par en gros les agressions des puissances européennes essentiellement sur le territoire chinois. Et puis, à partir de la fin du XIXe et pendant toute la première moitié du XXe siècle, vous voyez la montée en puissance du Japon. Alors, je vous ai préparé quelques illustrations donc, de ce siècle des humiliations qui commence donc avec la première guerre de l'opium entre 1839 et 1842. Vous avez ici une scène d'une bataille finale de cette guerre entre donc ici donc des troupes anglaises et les troupes de la dynastie manchoue des Qing qui sont manifestement battus à plate couture. Et la résultante de cette guerre, à savoir donc en 1842 la signature du traité de Nankin que les Chinois considèrent comme le tout premier de ce qu'ils appellent les traités inégaux, c'est-à-dire en fait des traités qui sont signés sous la force, avec un petit peu le pistolet sur la tempe et dans une absence d'équilibre des forces. L'illustration suivante vous montre donc la défaite de cette Chine manchoue des Qing. Vous les voyez à genoux, les représentants de cette dynastie défaite, avec leur chapeau, que dans l'Europe coloniale on connaît sous le nom de chapeau chinois, mais en fait c'est un chapeau mandchou en fait, avec la grande plume de pan derrière. Ils sont à genoux, ils supplient donc ces officiers japonais. Vous reconnaissez le soleil levant du Japon, et ces officiers japonais qui portent des uniformes à l'européenne. Donc là, vous avez sur cette image un contraste assez saisissant, ne serait-ce que sur le plan de l'habillement, du costume. Donc nous sommes ici en 1895, donc le Japon vient de remporter sa toute première victoire sur son grand voisin, la Chine. Et ça, c'est vraiment pour la Chine le début de la fin. Et ce qui explique aussi beaucoup la rancœur que nourrissent les Chinois vis-à-vis du Japon. Ensuite, vous avez ici, sous la formule Bainian Guochi, c'est-à-dire donc les 100 ans, le siècle d'humiliation nationale, vous avez une image des ruines du palais d'été, qui, comme vous le savez sans doute, a été saccagé par les troupes européennes
en 1860, à la fin de la Deuxième Guerre de l'opium. Et ce qui est intéressant, c'est que un siècle plus tard, ça devient un lieu, disons, de tourisme de la mémoire, comme vous le voyez sur cette image, où vous avez un ensemble de titrus, c'est-à-dire des cartes du siècle des humiliations, à commencer donc par ce palais d'été, le parc Yuanmingyuan, qui servait de résidence d'été justement de ces empereurs mandchous. Alors ce sac du palais d'été, bien sûr, est bien connu en Europe parce qu'il a donné lieu à pas mal de représentations cinématographiques, picturales, etc. Et sur le moment, il a donné lieu également à des commentaires de tous bords venant d'intellectuels européens. Et vous savez peut-être que notre Victor Hugo national, dans une lettre adressée au capitaine Butler, qu'il a écrite de Hauteville House, lorsqu'il était en exil à Guernsey, une lettre datée du 25 novembre 1861, et que vous retrouverez dans un volume dirigé par l'historienne Nora Wang, un volume intitulé Victor Hugo et le sac du palais d'été, publié aux Indes savantes en 2003. Donc Victor Hugo dit ceci dans cette lettre: « Cette merveille, donc il parle de ce palais d'été, a disparu. » Donc il écrit un an après donc, le saccage de cet endroit. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. Donc, vous voyez ici notre Victor Hugo manier l'ironie suprême, puisqu'il inverse bien sûr les rôles, mais il est loin d'exagérer, puisque vous voyez dans l'iconographie de l'époque, par exemple, cette image de la nouvelle croisade de la civilisation européenne. Donc vous avez une dame debout sur un rocher portant un étendard où il est marqué civilisation, qui mène donc les peuples d'Europe contre ce que vous voyez au fond, cette espèce de monstre jaune grimaçant, qui est donc le barbare chinois qui émerge de l'océan. Donc notre Victor Hugo, je pense, visait assez juste. Et du côté des anglophones, vous avez cette couverture d'un magazine américain qui s'intitule The Harper's Weekly et qui porte en sous-titre A Journal of Civilization. Donc il se présente comme un journal de la civilisation, et donc il est publié de manière hebdomadaire à New York. Vous avez ici l'édition du 15 août 1900, et vous voyez donc la civilisation incarnée par l'oncle Sam qui pointe un canon vers le dragon chinois. Donc voilà, la civilisation donc, qui arrive contre la Chine avec ses canons. Et ensuite, vous avez des dessins caricaturaux, mais qui parlent d'eux-mêmes. Celui-ci date de 1898,
Et il porte en titre en Chine le gâteau des rois et des empereurs. Donc en fait, c'est le gâteau des rois, c'est plutôt une galette des rois, c'est tout à fait d'actualité. Et des empereurs, c'est un dessin qui est paru dans le supplément illustré du Petit Journal. Donc nous sommes ici dans la presse française du 16 janvier 1898, et vous voyez sur le dessin l'Angleterre, donc on reconnaît assez bien la reine Victoria, la Prusse, il s'agirait peut-être ici de Bismarck, je ne suis pas tout à fait sûre, la Russie, la France, vous la reconnaissez, notre Marianne nationale avec la cocarde, et le Japon, donc à l'extrême droite. Donc tous ces braves gens sont en train de se partager la galette des rois et des empereurs. Et vous avez derrière le pauvre Mandchou, avec sa coiffe toujours très reconnaissable, qui lève les bras en signe d'indignation et en même temps de désespoir impuissant à voir justement tous ces gens se partager le gâteau de la Chine. Et de la même façon, dans l'illustration suivante, vous avez le Shijutru, c'est-à-dire donc la carte de la situation actuelle, de la situation actuelle en 1900, aux environs de 1900, avec à droite, vous avez en fait deux formules en 4 caractères parallèles. Donc à droite, Puyen Yu, donc sans avoir besoin de parler, ça paraît tout à fait, ça parle de soi, donc ça va sans dire. Et à gauche, donc une formule parallèle, également en 4 caractères, Imo Liaoran, donc ça paraît évident, ça saute aux yeux en un seul coup d'œil, Imo. Donc vous voyez ici la carte de la Chine qui est totalement recouverte par des représentations d'animaux prédateurs qui symbolisent les différentes puissances impérialistes qui cherchent à se partager le gâteau chinois. Donc, vous reconnaissez le gros ours russe au nord. Vous avez ici ce drôle d'animal en fait qui est un espèce de lion, mais avec une tête de bulldog. C'est l'Angleterre qui essaye de se tailler des concessions sur la zone côtière, et l'Angleterre dont on rappelle que en fait, l'empire anglais courait jusque aux portes de la Chine, aux portes sud-est de la Chine, en Birmanie, etc. Donc là, l'Angleterre est vraiment on pourrait dire en fait la part du lion. Vous reconnaissez ici notre grenouille nationale, même avec le drapeau tricolore. Alors la grenouille, c'est là qu'on sent l'influence anglaise. Évidemment, je ne pense pas que les Français eux-mêmes se représenteraient comme des froggies, mais ici, la France arrive sur le territoire chinois par le sud, puisqu'elle occupe déjà l'Indochine, donc elle arrive par le Vietnam actuel. Et puis, vous avez également un peu au large, l'aigle américain qui, pour sa part, a déjà occupé les Philippines. Et puis ici, vous avez le Japon qui se cache derrière son archipel, le soleil levant du Japon, qui lui aussi est aux aguets. Donc, et puis, en bas de l'illustration, vous avez d'autres animaux cornus, une espèce de taureau ici, voilà, d'autres animaux qui font la queue et qui attendent leur tour pour se tailler aussi une petite portion du territoire chinois.
Alors, ce qui est assez surprenant, enfin, dans toutes ces illustrations, c'est que ce siècle des humiliations est censé avoir commencé, on vient de le dire, au milieu du XIXe siècle, et on a vu qu'il a concerné d'abord des puissances européennes. Du coup, on se demande pourquoi, dans l'esprit des Chinois, du moins actuellement, la fixation se porte principalement sur le Japon, qui, lui, en fait, n'intervient qu'un peu plus tard, c'est-à-dire surtout à partir du moment où les puissances européennes sont elles-mêmes anéanties sur tous les plans, matériellement, moralement, spirituellement, par la Première Guerre mondiale. Donc, d'une certaine façon, après les années 1914-1918, l'Europe passe un petit peu au second plan et c'est le Japon qui commence justement sa montée en puissance. Alors, selon l'auteur dont nous parlons, selon Wang Zheng, c'est donc ce récit du siècle des humiliations qui a été mis en avant pour faire oublier le traumatisme de 1989 et qui a de fait accompagné la montée en puissance de la Chine à partir des années 2000. Et on pourrait dire que nous sommes arrivés à l'heure de la revanche éclatante de la Chine communiste sur l'impérialisme occidental, mais en réalité, l'accent est vraiment mis sur l'impérialisme avant tout japonais, et c'est cette mémoire sans cesse ravivée qui doit faire oublier tous les traumatismes de la période maoïste et post-maoïste. Alors, Wang Zheng le rappelle lui-même, l'adoption de ce discours explicitement et agressivement nationaliste est un développement assez récent en réalité dans l'histoire du Parti communiste chinois, puisqu'il faut quand même se rappeler que c'est le dirigeant nationaliste du Kuomintang, donc le parti du peuple, dirigé par Chiang Kai-shek, qui avait initialement donc fait une fixation sur le devoir de vengeance par rapport justement à ces agressions impérialistes et pour venger aussi tous ces traités inégaux qui ont été imposés par ces puissances à la Chine. Alors, l'expression qui figure justement dans le titre et sur la couverture du livre de Wang Zheng, donc Never Forget National Humiliation, c'est-à-dire en chinois Wu Wang Guochi, vous l'avez ici, écrit au tableau. Ces 4 premiers caractères. Alors, cette formule, en réalité, a été utilisée pour la première fois, non pas du tout par le régime communiste actuel, mais dès 1915, pour condamner ce qu'on a appelé les 21 demandes du Japon, déjà impérialiste, auprès du gouvernement chinois républicain, puisque en 1915, nous sommes passés au régime républicain depuis 1912 avec la présidence, en 1912 sous la présidence de Sun Yat-sen. Alors, ces 21 demandes, c'est un ensemble de requêtes que le gouvernement de l'Empire du Japon, de l'ère Taisho, donc c'était cette ère qui a fait suite à la fameuse ère Meiji, qui a duré de 1868 à 1912. Donc nous sommes ici en 1915 sous l'ère suivante, l'ère Taisho. Le Japon adresse ses 21 demandes à la République de Chine en janvier 1915 et la Chine est contrainte
d'accepter donc ces conditions, ces demandes du Japon, dans des traités inégaux qui sont signés en mai 1915. Alors cette liste de demandes vise évidemment à étendre le contrôle politique et économique du Japon sur la Chine dans le but de faire de la Chine un protectorat japonais, ce que donc le Japon commencera à réussir à faire quelques décennies plus tard, à partir de 1931, comme on va le voir. Alors, l'Empire du Japon dispose au nord de la Chine et en Mandchourie, c'est-à-dire donc au nord-ouest, au nord-est, pardon. Il dispose d'un poids économique et politique assez considérable à la suite justement de ses victoires dans la première guerre qu'il a menée contre l'armée impériale chinoise, donc on a vu cette image de 1895, et également dans la guerre contre la Russie, que le Japon a menée victorieusement en 1905. Donc là, le Japon, coup sur coup, à 10 ans d'intervalle, pour la première fois, remporte une victoire sur son voisin géant chinois, qu'il avait toujours jusque-là considéré comme une espèce de vassal minuscule, et 10 ans plus tard sur la Russie, c'est-à-dire c'est la première fois qu'un pays asiatique remporte une victoire militaire sur un pays européen, même si évidemment du point de vue européen la Russie n'est pas tout à fait européenne. Et donc avec le renversement de la dynastie mandchoue au cours de la révolution de 1911, le Japon estime avoir une position de force et une possibilité d'accroître encore un peu plus son influence, d'où dès 1915 il pousse son avantage, et la Chine est obligée donc de s'y plier, d'où évidemment un fort sentiment d'humiliation nationale qui ensuite a été utilisé, réinstrumentalisé, recyclé de toutes les manières et par les gens les plus divers. C'est ce qu'explique le professeur William Callahan, ici à l'image, qui est professeur de relations internationales, lui aussi, à la London School of Economics and Political Science, qu'on appelle communément la LSE, une institution assez prestigieuse aussi. Et alors, ce professeur Callahan, donc, vous voyez que lui n'a absolument rien de chinois. Il est donc, contrairement à Wang Zheng, qui lui se revendique comme quelqu'un de l'intérieur, comme un insider, on pourrait dire qu'ici, William Callahan joue le rôle de l'observateur extérieur, et nous retrouvons une opposition qui rappelle un petit peu celle de nos archéologues, Madame Lioli d'un côté et le professeur Lothar von Falkenhausen de l'autre. Donc vous avez toujours ces points de vue opposés, donc de celui qui dit moi je connais les choses de l'intérieur, et l'observateur extérieur qui lui a un point de vue beaucoup plus critique. Alors, je vous renvoie à l'un des nombreux articles et des ouvrages du professeur Callahan, un article qui me paraît particulièrement éclairant, qui s'intitule History, Identity and Security, Producing and Consuming Nationalism in China. Donc, histoire, identité et sécurité, produire et consommer du nationalisme en Chine. Et c'est un article qui est paru en 2006 dans la revue Critical Asian Studies, donc un périodique qui porte bien son nom, donc études asiatiques critiques. Alors, dans cet article, le professeur Callahan rappelle que le généralissimo Chiang Kai-shek, donc à la tête du Kuomintang, à partir donc justement de cette période républicaine, notait de manière, on pourrait dire presque obsessionnelle et quotidienne dans son journal de bord,
cette formule du guochi, c'est-à-dire tous les jours, il se rappelait à lui-même qu'il fallait venger l'humiliation nationale, guochi. Et William Callahan rappelle également que le gouvernement du Kuomintang, donc dirigé par Chiang Kai-shek, en 1928, a publié un calendrier qui contenait pas moins de 26 journées d'humiliation nationale et qui a même justement sélectionné une de ces journées comme la journée principale d'humiliation nationale, qui est le 9 mai 1915, donc justement en commémoration de ces 21 demandes du Japon. Et en 1927, cette date du 9 mai 1915, enfin cette commémoration du 9 mai 1915 a été rendue fête nationale. Alors, vous avez ici une illustration de l'époque qui est assez violente. Vous voyez un monsieur dont le crâne est fendu d'une hache. Et vous avez à côté donc le titre Guochi Tongshi. Donc l'histoire Tong, c'est-à-dire douloureuse, de l'humiliation nationale. Alors, sur le tranchant de la hache, vous avez la date justement du 9 mai ou Yue Jiu. Donc, je vous ai dit la dernière fois donc, que les Chinois mettent en général le mois avant le jour, donc c'est le 5e mois, 9e jour, donc nous sommes le 9 mai, sous-entendu 1915. Ici, il s'agit d'une illustration de 1920 qui fait allusion donc à ces événements de 5 ans auparavant. Et alors, ce qui est assez amusant justement dans cette production et consommation de nationalisme en Chine, comme l'appelle le titre de l'article de William Callahan, ces journées d'humiliation nationale qui ont tendance, elles ont tendance, on ne sait pas pourquoi, mais elles ont tendance à se concentrer sur le mois de mai. Et alors du coup, ça fait une espèce de congestion, puisque en 1921, vous avez des commémorations d'humiliation nationale le 1er mai, le 4 mai, le 7 mai. En 1925, on ajoute le 30 mai, en commémoration du massacre de Shanghai. Et en 1928, on ajoute encore le 3 mai, qui était encore libre, pour commémorer le massacre de Jinan. Et à un moment donné, la situation était tellement critique que un auteur a fait ce commentaire assez sarcastique. Mai est devenu véritablement un mois extrêmement triste, douloureux, et il joue justement sur la prononciation anglaise du mois de mai, en disant en fait ça nous fait penser à notre mot chinois Mei, en chinois Tao Mei, ça veut dire pas de chance, c'est la guigne, c'est la poisse, etc. Donc, et cet auteur dit Mai, c'est vraiment le mois à pas de chance. Bon, donc là, vous voyez que dans tout ce malheur national, on est quand même capable de faire de l'humour, ce qui n'est plus trop le cas maintenant. Bon, alors. Ce que William Callahan remarque de manière assez intéressante, c'est justement le décalage qu'il y a entre justement ces commémorations et ces journées d'humiliation nationale du régime républicain sous Chiang Kai-shek, où là, en fait, selon lui, il s'agit de produire
une nation chinoise à proprement parler, hein, c'est-à-dire il s'agit de construire une nation chinoise qui soit digne d'être sauvée et d'être vengée, hein, alors que ce que nous voyons se passer actuellement, hein, ce serait plutôt, en fait, non pas de la production d'une nation, mais d'une consommation de nationalisme pour canaliser et contrôler la nation, puisque, en fait, il s'agit de faire oublier justement des traumatismes récents. Alors, là, je pense que William Callahan tient une remarque tout à fait intéressante dont Wang Zheng n'a pas l'air d'être véritablement conscient. Bon, certes, on peut lui laisser le crédit de ne pas être un historien, hein, Wang Zheng, puisqu'il est spécialiste de relations internationales, hein, et que pour lui, il s'agit de définir, de circonscrire ce qu'il appelle en anglais de China's chosen trauma, c'est-à-dire le traumatisme de prédilection de la Chine, hein, qui lui, en fait, place sur une autre date. Donc là, nous avons justement la marque de ce décalage entre les deux régimes, hein, donc ce régime nationaliste dans les années 30 et le régime actuel qui, lui, désigne comme jour national d'humiliation, hein, d'humiliation nationale, le 18 septembre. Donc ça, cette date, nous l'avons vue la dernière fois. Vous la voyez encore une fois donc à l'écran ici. C'est véritablement le Guochi, hein, c'est-à-dire donc la journée par excellence de l'humiliation nationale, 18 septembre. Ça fait allusion donc à l'entrée, enfin le prétexte que prennent les troupes japonaises pour commencer à occuper la Mandchourie le 18 septembre 1931, et à partir de là, qui leur permet d'occuper de facto donc toute la Mandchourie, qu'ils appellent, enfin qu'ils feignent de considérer comme un État indépendant et qu'ils appellent le Manchukuo. Donc les Chinois considèrent toujours que le conflit mondial, qui pour eux est essentiellement un conflit contre le Japon, commence non pas en 1939, comme pour le côté européen, mais déjà en 1931, c'est-à-dire une décennie plus tôt. Et ici, vous avez un monument, enfin un mémorial plus exactement, c'est un musée. Vous voyez qu'il est flambant neuf. Il a été construit récemment dans la ville de Shenyang, donc au nord-ouest de la Chine. Et vous voyez qu'il s'agit de la représentation d'un livre ouvert où vous voyez cette date du 18 septembre 1931. Et dans ce musée a été placée une cloche de bronze, un petit peu dans l'esprit des anciennes cloches de bronze de l'Antiquité chinoise, où ont été inscrits ces 4 caractères, donc Wu Wang Guochi, donc n'oubliez pas l'humiliation nationale. Et vous avez ici donc la transmission d'une génération à l'autre. Vous avez ici une grand-mère chinoise qui a probablement vécu l'occupation japonaise et qui raconte son expérience à des petits écoliers chinois, donc toujours avec le foulard rouge des petits pionniers communistes qui l'écoutent avec beaucoup d'attention. Et ici, des écoliers un peu plus âgés donc, qui touchent la cloche et qui caressent en quelque sorte ces 4 caractères inscrits sur cette cloche de bronze comme pour exprimer leur émotion. Alors, ce que Wang Zheng, en revanche, souligne
de manière intéressante, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, cette commémoration de l'humiliation nationale est un phénomène plutôt récent, hein, puisque le Parti communiste chinois a commencé au contraire dans un esprit internationaliste, hein, et pas du tout nationaliste. Il rappelle, Wang Zheng, que dans son discours inaugural au moment où il instaure la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, Mao Zedong, donc chef du Parti communiste chinois, hein, a prononcé cette phrase bien connue, hein, notre nation, hein, ne sera plus sujette aux insultes et à l'humiliation, puisque nous nous sommes levés, hein, nous sommes dorénavant debout. Et donc, avec ces mots, Mao Zedong proclamait très clairement qu'une ère nouvelle avait commencé en Chine sous la direction du Parti communiste. Et Wang Zheng souligne bien le fait que actuellement, ce que fait ce même Parti communiste, c'est de transformer le récit, disons, triomphaliste de l'ère maoïste en un récit de victimisation après Tiananmen, donc dans les années 90. Donc on est passé au fond d'une vision de l'histoire qui exalte justement l'international communiste à, au contraire, un nationalisme que le Parti communiste voudrait faire en sorte qu'il soit bien internalisé par tous les citoyens chinois. Alors, Wang Zheng nous parle justement de cette campagne d'éducation patriotique et à la mémoire de l'humiliation nationale qui a commencé en 1991, et qui se traduit justement par la sélection de cette date du 18 septembre 1931. Mais il y a ici une ambiguïté que vous percevez déjà justement dans la deuxième partie de cette phrase inscrite au tableau. Donc vous avez ici, n'oubliez pas l'humiliation nationale, mais la deuxième partie vous dit c'est-à-dire renforçons la défense de notre pays, notre défense nationale. Et vous retrouvez en dessous, bien sûr, la date du 18 septembre, mais cette double formule, n'oublions pas l'humiliation nationale, renforçons notre défense nationale, vous la retrouvez ici inscrite en verticale sur cette autre photo, hein, où vous voyez donc un soldat de l'armée populaire de libération, hein, de l'armée de Chine populaire, sur fond donc extrêmement comment dire, belliqueux, d'avions de chasse qui décollent, de bombardiers qui décollent, de fusées qui décollent, en bas, enfin de sous-marins, enfin de bateaux de guerre, des sous-marins, etc. Ça pétarade de partout et c'est surmonté bien sûr donc par le drapeau de la Chine communiste. Alors, donc on se demande là si on est véritablement dans un discours de victimisation ou bien est-ce qu'on est dans un discours de puissance. Donc là, il y a les deux dimensions à la fois, hein, résumées dans cette image que donne l'article de William Callahan. Et c'est une ambiguïté qu'on retrouve précisément dans le livre de Wang Zheng, puisque d'un côté, il nous décrit cette réaction nationaliste post-Tiananmen qui prend la forme, on l'a vu, donc de musées, de monuments,
mais aussi, bien sûr, ça s'adresse beaucoup à la jeune génération, comme on l'a vu. Donc, les manuels d'histoire sont complètement revus, corrigés, réécrits. Hein. Et vous avez, par exemple, justement comment dire, toutes sortes de monuments que je vais vous montrer. Ça vaut quand même son pesant de... Voyez. Alors, par exemple, vous avez ce monument tout à fait intéressant. Hein. Vu de loin, on se demande un peu ce que c'est, hein. Mais vu de près, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une paire de mains qui casse une pipe. Alors, ce n'est pas casser la pipe au sens familier français, hein, mais c'est casser une pipe d'opium. Hein. Et vous avez ce monument, justement, en commémoration aux guerres de l'opium dans la province du Guangdong, au sud de la Chine, puisque c'est par le sud de la Chine qu'arrivaient donc les cargaisons d'opium qui ont quand même pas mal empoisonné la population chinoise pendant des décennies. Alors, ici, vous avez quelques images qui vous rappellent ce qu'étaient justement ces fumeurs d'opium, hein, donc toujours complètement couchés. Hein. Vous aviez donc une Chine couchée du fait justement de cette drogue. Ici, vous avez une représentation façon musée Grévin dans un de ces musées. Et ici, vous avez une photo donc, prise à l'époque d'un fumeur d'opium où vous voyez un petit peu comment se présente cette pipe avec cet embout ici. Et d'autre part, vous avez également, je ne sais pas si je vais le retrouver, bien sûr, ce très impressionnant musée ce mémorial du massacre de Nankin, hein, perpétré par les troupes japonaises, donc à Nankin, en 1937. Et vous voyez ici une sorte de mise en scène qui rappelle un petit peu Auschwitz, par exemple. Hein. Vous avez ici en fait une croix. Enfin, c'est assez curieux comme choix de symbole. Et ici, vous avez donc le nombre donné par les Chinois, justement, des victimes, 300 000. Alors, évidemment, du côté japonais, on essaiera de minimiser. Vous retrouvez ce nombre de 300 000 absolument dans toutes les langues. Hein. Et donc, tous ces monuments donc, contribuent à justement perpétuer cette mémoire. Mais encore une fois, nous sommes dans une forme d'ambiguïté puisque ce que Wang Zheng décrit de manière extrêmement détaillée, donc justement cette multiplication des lieux de mémoire, c'est justement cette réécriture des manuels scolaires, hein, se double d'une certaine, d'un certain éloge de la politique du Parti communiste depuis 1991, puisqu'il évoque de manière très enthousiaste et laudative les Jeux olympiques de Pékin de 2008, hein, qu'il compare à un mariage en famille. Hein. Il dit que c'était une occasion très, très joyeuse, comme un mariage en famille. Il fait l'éloge aussi des 51 médailles remportées par les athlètes chinois. Hein, il fait l'éloge également de la cérémonie d'ouverture qu'il qualifie de splendide, orchestrée par le cinéaste à succès Zhang Yimou. Hein,
Et il souligne aussi justement la magnificence enfin, de toutes les installations sportives qui ont été construites à cette occasion. Alors, ce qu'il oublie un petit peu de dire, c'est que, évidemment, enfin, ces installations sportives ont été construites au détriment enfin, de milliers, voire de millions d'ouvriers enfin, bon, qui ont travaillé dans des conditions absolument épouvantables. Et de la même façon, il fait l'éloge de la politique et du comportement du Parti communiste chinois au moment des tremblements de terre du Sichuan, également en 2008. Donc on a vu justement les dirigeants chinois se précipiter devant les caméras pour exprimer leur compassion vis-à-vis des victimes. Mais ce que, évidemment, Wang Zheng oublie en quelque sorte de mentionner, c'est que les dégâts provoqués par ce tremblement de terre du Sichuan ont été essentiellement dus à la construction de mauvaise qualité justement de ces bâtiments qui ont été faits contre toutes les normes sismiques et qui ont été construits, on les appelait justement des bâtiments tofu, donc très, très, très friables, du fait justement de la corruption ambiante. Donc ce sont des fonctionnaires locaux qui ont laissé construire tous ces bâtiments qui se sont notamment effondrés sur des écoles, donc en tuant un nombre assez considérable d'enfants. Bon. Et de la même façon, dans le livre de Wang Zheng, de manière très étrange, pour un livre qui se présente à première vue comme critique, et encore une fois publié par les presses universitaires de Columbia, on ne trouve pas un seul mot sur justement tous les événements violents et les atrocités commises avant Tiananmen, c'est-à-dire sous l'ère maoïste. Par exemple, donc, les millions de victimes de la grande famine de 1958 à 1961, qui est évoquée par ce monsieur que vous voyez à droite, qui s'appelle Yang Jiesheng, et qui a publié un témoignage sur cette grande famine sous le titre français. La traduction française est parue aux éditions du Seuil sous le titre de Stèle. Donc je vous en recommande la lecture. Donc ce monsieur Yang Jiesheng est quelqu'un qui est né en 1940. Donc il a connu l'instauration de la Chine communiste en 1949, il avait 9 ans à l'époque, et de fait, il a lui-même rejoint ce parti communiste, et il est sorti diplômé de l'université très prestigieuse de Pékin qui s'appelle Tsinghua en 1966, donc juste au début de la révolution culturelle, et il a même travaillé pendant de nombreuses années pour l'agence Chine Nouvelle, Xinhua. Et donc c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un de l'intérieur. On peut dire c'est quelqu'un qui a connu les choses de l'intérieur. Et il a lui-même, en fait, quelqu'un de sa famille qui est mort de cette période de famine. Et je peux dire encore une fois que mon mari, qui lui, en fait, est né beaucoup plus tard, mais étant tout petit, il a connu cette période de famine. Il m'a plusieurs fois raconté comment, tout petit, ses parents ont dû le mettre dans un jardin d'enfants pour être sûr qu'il allait être nourri. Mais il m'a dit qu'en fait, on avait de la bouillie de maïs matin, midi et soir, et donc
parce que je ne comprenais pas pourquoi mon mari n'aimait pas le maïs. Enfin, donc, il m'a expliqué que c'est en souvenir justement de cette période de famine qu'il a eu droit à de la bouillie de maïs, mais c'était quand même mieux que rien, alors que beaucoup d'autres Chinois en sont morts. Et dans ce livre, Yang Jisheng a cette phrase assez émouvante. Il dit « J'appelle ce livre stèle, en chinois Mu Bei. C'est une pierre tombale pour mon oncle qui est mort de faim en 1959, pour les 36 millions de Chinois qui sont aussi morts de faim, pour le système qui a causé leur mort et peut-être pour moi-même pour avoir écrit ce livre ». Et de fait, comme il fallait s'y attendre, ce livre a été interdit en Chine, mais vous pouvez donc le lire en français. De la même façon que nous avons la chance d'avoir en traduction française cet autre livre que je vous recommande de Monsieur Carl Tai, que vous avez à l'image. Alors, quand vous voyez ce monsieur qui a aujourd'hui 80 ans, qui est né en 1935, qui est tout sourire, vous avez du mal à imaginer que c'est quelqu'un qui a été envoyé dans ce qu'on appelait un camp de rééducation en plein désert de Gobi, alors qu'il avait à peine 20 ans. Et tout ça pour avoir écrit un essai parce que ce monsieur se destinait à être artiste, et de fait, et ensuite c'est la voie qu'il a choisie, mais étant jeune, il a eu le malheur d'écrire une étude sur le beau, la beauté, qu'il considérait comme quelque chose de subjectif. Et ça, c'était absolument pas à dire, parce que le marxisme, lui, affirme le contraire, que le beau, ça ne peut valoir que pour la collectivité. Et donc pour ça, il a été envoyé en camp, dans plein désert de Gobi. Et donc nous avons déjà à cette époque cette terminologie euphémisante, donc un camp de rééducation, qui est de nouveau employé actuellement pour les camps de formation professionnelle pour les Ouïghours, donc, dont on sait que ce sont des camps d'internement également. Alors, monsieur Carl Tai, donc, qui vit actuellement aux États-Unis, donc, a fait le récit de cet internement dont il a réchappé, parce que, comme on voit, c'est quelqu'un qui a une santé assez solide. Et non seulement ça, mais il a été finalement libéré, donc il a eu la chance d'être un rescapé de ces camps, mais il devait avoir de la suite dans les idées, parce que quelques années plus tard, il est de nouveau envoyé en camp de travail au moment de la révolution culturelle, parce qu'il a récidivé avec ses idées sur la beauté. Bon, voilà, enfin, en tant qu'artiste, il avait besoin de s'exprimer, et par conséquent, il a refait en fait des années d'internement, et contre toute attente, il a quand même réussi à survivre, et il raconte ça dans ce livre. Et son expérience a été mise en film par ce jeune, il est plus jeune que moi, c'est tout, ce réalisateur qui s'appelle Wang Bing, qui est né en 1967, donc c'est un enfant de la Révolution culturelle, qui a donc vu justement les destructions de cette période, et qui, lui, en tant que cinéaste, a choisi de filmer justement la mémoire des rescapés de tous ces camps d'internement de l'ère maoïste. Et il est en particulier l'auteur de ce film très dur, mais que je vous recommande justement quand même pour ça. On n'est pas du tout dans du Zhang Yimou, on n'a pas
qu'on lit en star, vedette. On n'est pas non plus dans du Jia Zhangke, avec aussi une très belle épouse en vedette. Ici, il n'y a pas de star. On a en fait un film qui a été tourné à partir des témoignages directs de ces rescapés, en particulier justement de Gao Tai, ce film qui s'appelle Si Linghuan, c'est-à-dire donc les âmes mortes, qui est tout récent. Il est sorti en 2018. Vous pouvez vous le procurer en DVD, de la même façon que vous pouvez vous procurer ces 2 films précédents, toujours du même Wang Bing, sur justement ces camps du désert de Gobi. Vous avez d'une part Feng Ming, chronique d'une femme chinoise, un film qui date de 2007, et Le Fossé, qui date de 2010. Alors tous ces films sont disponibles donc en DVD. Et je vous annonce tout de suite que justement j'ai l'intention d'inviter M. Wang Bing à nous parler ici au Collège de France, donc dès que ce sera possible. Alors, je m'arrête sur ces images de mémoire avant donc notre dernière séance qui aura lieu donc jeudi prochain, le 28 janvier, où nous allons nous poser la question que ne se pose pas non plus M. Wang Zheng, de savoir pourquoi cette mémoire récente, cette obsession de la mémoire récente dans le Parti communiste chinois fait une fixation sur le Japon. Ça, c'est alors qu'on a vu que quand même la moitié de ce siècle d'humiliation est quand même due aux puissances européennes. Curieusement, les Chinois en veulent surtout aux Japonais et on va voir un petit peu pourquoi la semaine prochaine. Merci de votre attention.